Bonjour les stratèges et les autres. Nous sommes le 10 mai 1940 au Royaume-Uni et nous entrons dans ce qui a été appelé par un film les heures sombres pour le gouvernement anglais. Ce jour-là, les Allemands attaquent sur le front et ça va être le désastre de mai-juin 40 que l'on sait. Au Royaume-Uni, il y avait un Premier ministre qui n'a pas laissé un grand souvenir, Neville Chamberlain, qui était dans la stratégie dite de l'apaisement. C'est lui qui a signé les accords de Munich. Et grosso modo, Chamberlain se disait toujours « Donnons à ce monsieur été à ce qu'il veut et après on aura la paix ». Et on connaît le brillant succès qu'a donné cette stratégie. Bref, Chamberlain est critiqué, il n'a plus la confiance de son parti et le 10 mai 1940, suite à une séance de la Chambre particulièrement houleuse, il démissionne. Qui va lui succéder? Et là, on est dans un cas de figure inhabituel parce que au Royaume-Uni, le parti au pouvoir a un leader et donc le roi nomme le leader du parti majoritaire. Et là, dans ces temps troublés, il n'y a pas de leader évident. Ou plutôt, il y en a un qui est Lord Halifax. Mais Lord Halifax a toujours adhéré à la politique d'apaisement de Chamberlain. Et il y a une autre étoile, évidemment, dans le parti, qui est plus une étoile montante, parce qu'il est plus tout jeune, c'est Winston Churchill, qui n'est pas en titre le leader du parti, mais qui est le parlementaire, le ministre qui s'est opposé le plus à Chamberlain et à cette politique d'apaisement et qui prône de résister Hitler. Aussi, la situation n'est pas très claire. Qui faut-il nommer? Le roi George VI, comme il est de tradition, reçoit le leader du parti. Ben non, en fait, il ne peut pas recevoir le leader du parti, il reçoit Halifax et Churchill. Et on ne sait pas lequel des deux va devenir Premier ministre. En fait, c'est au roi, en droit, c'est au roi de le nommer, mais en fait, le roi, il va nommer celui qui a l'autorité, qui s'impose, et il sait pas très bien. Donc, il reçoit les deux ensemble, et on ne sait pas qui va être nommé à l'issue de ça. En droit, ça devrait être Lord Halifax, mais on sent bien que, devant la gravité de l'heure, c'est quand même peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, le roi les reçoit, et donc dit, je dois nommer un Premier ministre, qui vais-je nommer? Et là, Churchill ne dit rien. Une minute s'écoule d'un silence pesant. En fait, ce à quoi on s'attend, c'est que Churchill dise « Je suis d'accord pour nommer Lord Halifax ». Et on attend ça pour le nommer, puisqu'il s'est toujours opposé à la doctrine de l'apaisement. On veut s'assurer qu'il ne va pas lui faire trop d'ennuis. Churchill ne dit rien. Et au bout d'une minute ou deux de ce silence extrêmement pesant, lorsque Halifax, voyant que Churchill ne dit pas les paroles qu'on attend de lui, mais ne réclame rien, dit au roi « Je pense que vous devriez nommer M. Churchill Premier ministre ». La force de ce silence qui a mis la pression sur Halifax. Et Halifax, donc, ensuite, a accepté que Churchill soit Premier ministre. Il est entré dans le gouvernement, d'ailleurs, puis après, il a été nommé ambassadeur aux États-Unis. Donc là, par ce silence, sans se mettre en avant, mais en mettant la pression par le silence, eh bien, Churchill a fait valoir sa force et presque son droit. Il a montré qu'on ne pouvait pas en nommer un autre que lui, parce que en nommer un autre que lui sans son consentement, ça se passerait mal, puisque les événements étaient en train de donner raison à sa détermination. Donc vous voyez que parfois ça peut être utile en stratégie, en négociation, comme on dit, de savoir fermer sa gueule, non pas pour ne rien dire, mais au contraire pour en dire beaucoup plus. Le silence est aussi une façon de parler, et une façon de parler qui peut être extrêmement efficace, beaucoup plus efficace d'ailleurs que les paroles explicites. Voilà les stratèges et les autres, ce qu'il me reste, ce que je voulais vous dire avant de vous rendre au silence, et que vous puissiez vous abonner à cette chaîne YouTube. À bientôt!